Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Olivier Decaux, je travaille dans le service des matos avec Roch et les autres collègues, et j'ai la particularité d'être interniste de formation. Puis deuxième particularité, j'ai un enfant qui a fait des conneries avec ses copains, qui a ramené le Covid à la maison, et donc je suis positif, ce qui explique le masque. La tête un peu embrouillée, mais pour l'instant je suis pas trop symptomatique, contrairement à ma femme qui est au fond de son lit, et ce qui explique que je partirai très vite après pour la relayer. Donc je m'excuse auprès de vous tous, auprès des orateurs. Je voulais venir dîner avec vous ce soir, mais je vais pas vous contaminer, donc voilà. Alors, dans mon topo, je vais parler des myélomes, du sujet très âgé. Alors, je ne vais pas forcément me focaliser que sur l'âge, on va parler de fragilité. Et puis, vous verrez qu'en fin de topo, je vais apporter ma pierre à l'édifice aux questions que vous évoquiez sur la soutenabilité du système de santé. C'est un sujet qui me tient bien à cœur, avec lequel on échange souvent avec Roch. Donc, sur la fin, j'espère avoir le temps, mais c'est la partie, je pense, même la plus intéressante de mon topo, enfin la plus importante pour moi. Le myélome, c'est une pathologie du sujet âgé. Donc, en tant qu'interniste, j'ai été confronté très vite à ça. Et donc, vous voyez, ça, c'est des vieilles données de 2012, mais elles seront toujours d'actualité quand on aura des nouvelles. C'est que la médiane d'âge, c'est 72 ans chez l'homme, 75 ans chez la femme. C'est-à-dire que la moitié de nos patients ont plus de ces âges-là. Et donc, on a beaucoup de patients de plus de 80 ans. Et on commence à avoir des patients de 90 ans et plus. Ça, c'est au diagnostic. Mais comme on fait des progrès de traitement, forcément, on va avoir des patients qui vont arriver plus âgés à la rechute. Et les questions que je vais adresser aujourd'hui, je vais me focaliser sur la première ligne, parce que je pense que déjà, si on s'interroge sur la première ligne, c'est bien, mais on doit se poser les mêmes questions à la rechute. Et hier, on discutait en RCP d'une patiente de 96 ans. Quelle ligne on fait? Elle avait 20 ans de myélome. Et on s'est un peu battu avec mes collègues qui voulaient faire plein de trucs. Et j'ai dit qu'il fallait peut-être être raisonnable chez une dame qui était en EHPAD, etc. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, je vais vous faire un peu d'histoire, parce que quand même, moi, j'ai un collègue qui dit, ça fait 20 ans que je fais du myélome. Moi, ça fait 20 ans que je fais du myélome aussi. Et donc, en fait, juste vous raconter tous les progrès qu'on a fait. Moi, j'ai commencé donc à m'occuper de myélome un peu avant les années 2000. Et à l'époque, chez les sujets âgés, il y avait ce que vous connaissez peut-être plus, l'alexanian. C'était melphalan-prednisone, traitement validé dans les années 70. C'était un peu de melphalan, un peu de prednisone, 4 jours toutes les 6 semaines, pendant 12 cycles. Et ça a duré très longtemps, puisque pendant une quarantaine d'années, on a traité les patients avec ce truc-là. Et fort heureusement, sont arrivés des progrès, notamment le thalidomide. Donc ça, c'est une étude de Thierry Facon qui avait été publiée dans les années 2000, je ne sais plus exactement, qui avait montré. Alors c'était intéressant parce qu'ils avaient comparé MP, donc melphalan-prednisone, avec MP thalidomide. Ils étaient allés jusqu'à faire une autogreffe allégée chez les patients âgés en se disant 65-75 ans, ça peut passer. Et ce qui avait été vraiment intéressant, ça c'est la survie globale. C'est le MPT qui améliorait clairement la survie globale. On n'était pas très bon, on était bon en réponse avec la greffe, mais pas très bon en termes de tolérance. Il y avait quand même beaucoup d'intolérance et de toxicité. Donc le MPT était devenu un truc qui améliorait la survie de nos patients. Et Cyril Hulin, à l'époque, mon collègue de Bordeaux, avait fait une étude spécifique chez les patients de plus de 75 ans. À l'époque, 75 ans, on était déjà très âgés. Et donc, ils avaient fait MP plus thalidomide ou placebo. Et là aussi, alors là, il y avait beaucoup de patients de plus de 80 ans, un tiers de patients de plus de 80 ans. Il y avait un tiers de patients PS2 à 4. Il y avait 2 tiers des patients qui avaient des comorbidités. Et malgré tout ça, ils avaient montré un net bénéfice de survie avec le thalidomide. Donc ça, c'était vraiment un élément important. Et c'est la première étude qui s'est vraiment intéressée au sujet âgé et ou fragile. Il y a une autre étude où on a rajouté le bortezomib, donc le Velcade, au melphalan-prednisone, là aussi un bénéfice de survie globale. Donc c'est pas que de la PFS, à l'époque c'était vraiment de la survie globale. Il faut dire que le MP c'était pas non plus magique, et puis surtout après le MP on n'avait pas grand chose. Une fois que les patients rechutaient après MP, on mettait de la dexaméthasone. Je me rappelle le premier patient que j'ai inclus, il y avait un bras où c'était dexaméthasone, 40 mg 4 jours tous les mois. C'était un peu particulier quand même. Donc là, voilà, on a montré ça, MP thalidomide, MP bortezomib, c'est mieux. Et puis après, il y a eu le concept du lénalidomide qui est arrivé. Avec le lénalidomide, on s'affranchissait de la chimio classique, donc plus de melphalan. Et puis surtout est arrivé le concept de jusqu'à progression. Alors au départ, donc il y avait MP-Tal 12 cycles, lénalidomide d'Exat 18 cycles, ça faisait 1 an et demi de traitement. Et puis forcément la question se posait, est-ce que de traiter longtemps avec des traitements qui ne sont pas trop mal tolérés, ça peut être mieux pour les patients. Et effectivement, cette étude-là, on est en PFS, a montré que le bras jusqu'à progression était meilleur avec, vous voyez, les PFS médianes. Alors, pour mémoire, le MPT, c'était 22 mois, Revdex 18 cycles, c'était 21 mois, 26 mois pour le Revdex continu. On va voir tout à l'heure avec le Darax, c'est bien plus aujourd'hui. N'empêche que ça a été un élément qui a montré que le lénalidomide faisait bien si on le donnait longtemps. Si on l'arrête au bout d'1 an et demi, c'est comme le MPT, ça fait pas mieux. En termes de survie globale, il y a ce qu'il y a d'intéressant, mais ça c'est un
un élément qui peut être discuté, c'est que finalement, certes, en PFS, quand on traite longtemps, on est mieux, mais finalement, en survie globale, on n'est pas mieux, ce qui veut dire que parfois, d'arrêter le traitement pour le reprendre si le patient chute, ça peut être une option aussi totalement envisageable. Et je pense que c'est important pour la qualité de vie de nos patients d'en parler. Pour ceux d'entre vous qui vont suivre des patients myélome pendant longtemps, un des problèmes du myélome, c'est que le traitement, il est jusqu'à plus soif maintenant, sauf chez certains patients, notamment dans le contexte de la greffe, mais dans le contexte du patient âgé traité sans greffe, théoriquement, c'est jusqu'à progression. Au bout d'un an, voire même au bout de 6 mois, ils vous disent quand est-ce qu'on arrête. Et donc, vous passez un temps certain dans vos consultations à essayer de négocier quand vous pensez que ça vaut le coup de continuer. Et là, vous voyez, pas de bénéfice de survie. Donc, peut-être que, certes, on améliore la PFS, mais parfois, faire des pauses, ça peut faire du bien aussi. La survie sans progression, elle était améliorée aussi chez les patients de plus de 75 ans. Il y avait à peu près un tiers de patients de plus de 75 ans dans cette étude. Là aussi, traité jusqu'à progression, c'était intéressant. Et donc, ce qui a été montré, voilà, le Lendex fait mieux. Et surtout, cette étude, ça a été le concept du traitement jusqu'à progression chez les sujets âgés. Jusqu'à présent, avant qu'il y ait le Lendex, on a arrêté les traitements au bout d'un an et demi à peu près. Et là, c'est le concept jusqu'à progression. Donc, encore une fois, quand vous dites à un patient, on va commencer un traitement, il vous dit ça va durer combien de temps? Vous lui dites à vie, globalement. Puisqu'après, dans les traitements de rechute, on enchaîne aussi. Et ça, c'est un concept qui est important, mais qui est compliqué pour les patients, parce que franchement, manger du lénaludomide au continu, c'est pas forcément des effets secondaires graves, mais ils ont la diarrhée. Certains osent plus sortir parce qu'ils ont la diarrhée, ils sont fatigués. On commence à avoir des données aussi sur des troubles des fonctions supérieures avec le LEN au long cours, donc c'est quand même pas anodin non plus de donner des traitements jusqu'à progression. Alors évidemment, ça c'était avant l'arrivée du daratumumab, donc daratumumab que vous connaissez. Je ne vais pas vous faire l'affront, d'autant plus que je suis incapable, avec mes compétences d'immunologiste, de vous expliquer tout ça, mais globalement, l'anticorps, il se colle sur les plasmocytes et il nous aide à les détruire, anticorps anti-CD38 que vous connaissez. Et donc ça, il y a 2 études, ils ont pris le MPV et ils ont ajouté le DARA. Alors les résultats sont intéressants. En survie sans progression, le MPV fait 19 mois. Donc déjà à l'époque, je peux vous assurer, quand on a eu le MPV, moi j'étais ravi parce que c'était super pour nos patients. Et là, des VMP, 36 mois. Sachant que dans cette étude, il y a un biais, c'est qu'ici, dans le bras bleu, il n'y a plus rien, alors que là, il y a le DARA en continu. Donc d'un côté, vous comparez un traitement qui se continue versus un traitement qui s'arrête. Donc forcément, en général, on gagne quand on continue, hein, c'est normal. Il y a un bénéfice de survie globale, mais vous voyez, 36 mois, retenez 36 mois, c'est bien, mais comme disait l'autre, c'est pas top. C'est des nuls. Mais vous êtes trop jeune pour connaître les nuls. Voilà. Ce qui est bien, mais pas top. Donc, toujours est-il qu'après, il y a eu Maya, Revdex, rappelez-vous, Revdex jusqu'à progression versus Dara Revdex. Et là, les deux sont jusqu'à progression. Donc là, on a 2 traitements jusqu'à progression. Et donc, on est certain que le bénéfice, il est sur le Dara. Et vous voyez, le Revdex fait pas si mal. 34 mois, c'est quand même pas rien. Donc, quand on parle de patients âgés, quand vous offrez une PFS médiane de 34 mois à un patient, c'est quand même pas nul non plus. Et la médiane de PFS du Dara Revdex, c'est 61 mois. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des patients, 5 ans après le diagnostic, n'ont pas rechuté et sont encore vivants. Donc ça, c'est un truc assez exceptionnel. Et une des difficultés qu'on va avoir, c'est qu'au début, le Dara, c'était IV. Donc on disait, oui, chez les vieux, c'est compliqué, il faut qu'ils viennent à l'hôpital, il faut des chambres implantables, etc. Aujourd'hui, c'est sous-cut, c'est bien toléré. Donc cette histoire de tolérance, c'est un argument qu'on ne peut plus tellement mettre. C'est super bien toléré, le Dara, globalement. C'est un anticorps monoclonal. Globalement, s'il n'y a pas de plasmocyte, la toxicité du Dara, elle est quasi nulle. Enfin, il n'y a pas je veux dire, le Dara, quand il circule dans le sang, il n'y a pas de toxicité particulière. Au début, il y a un peu de réaction allergique, mais finalement, ça passe très bien avec la sous-cute. Donc, une des difficultés, ça va être de se dire, chez quel patient je peux me permettre de ne pas mettre de Dara? Et ça, c'est une vraie question, parce que le Dara, même si c'est moins cher que les CAR-T, ça reste quand même coûteux. Je crois que c'est 200 000 € la première année à peu près. Il y a un bénéfice d'OS qui n'est pas encore qui est significatif, pardon. Donc vous voyez un bénéfice d'OS avec quand même avec le Revdex, on a 50 survies médianes, ce qui n'est pas rien chez des patients de 85 ans, 90 ans. Je pense qu'il faut bien avoir ça en tête. Donc voilà, ça c'est vraiment le standard de traitement aujourd'hui, évidemment. Alors vous voyez juste, je disais tout à l'heure, Dara VMP, on était à 36 mois. Donc là, le Revdex, l'énalidomide dexaméthasone, je devrais dire, puisque c'est génériqué. Vous embêtez pas les patients avec des sous-cutes, ils viennent pas à l'hôpital de jour, donc c'est quand même, vous faites aussi bien. Donc le Revdex, c'est probablement un traitement quand même qu'il faut garder en tête chez certains patients. Et en tout cas, aujourd'hui, nous, en France, je parle de ça parce qu'à l'IFM, on en parle souvent, quasiment personne ne fait du DVMP, parce que franchement, aller embêter les patients à venir en hôpital de jour avec le coût du Dara pour être à 36 mois de PFS, alors que vous avez à peu près les mêmes résultats avec du Revdex qui est maintenant génériqué, donc qui ne coûte pas très cher le patient à la maison, il n'y a pas photo, il ne faut pas faire du DVMP. Alors dans l'étude Maya, ce qui avait d'intéressant, c'est qu'il y avait 44% des patients qui avaient plus de 75 ans, qui étaient quand même pas si... Bon, il y en avait quelques-uns qui avaient un ECOG à plus de 2, mais globalement, ils étaient plutôt fit, les patients quand même. Quel que soit l'âge, vous avez un bénéfice. Ici, c'est moins de 75 ans, plus de 75 ans en PFS, plus de 75 ans, moins de 75 ans Revdex, DRD. Même si le bénéfice des plus de 75 ans est un peu moins bon, on a quand même un bénéfice. Donc, comme le disait Roch tout à l'heure, scientifiquement, il n'y a pas de raison de ne pas aller faire du
DRD aux patients âgés. Et ce n'est pas que dans les essais. Il y a l'étude EMI dont vous avez peut-être entendu parler. C'est une étude observationnelle menée par l'IFM avec le soutien de plusieurs laboratoires, où depuis 2017, tous les ans, entre octobre et décembre, on récupère dans 70 centres français tous les patients qui initient un traitement pour myélome. Et depuis 2021, la dernière cohorte, il y a des patients qui étaient traités en première ligne par DARA, donc majoritairement DRD, mais aussi des VMP. Ça, c'est des patients non éligibles à la greffe. Et vous voyez que déjà, dans cette étude de vie réelle, déjà, on a un bénéfice de PFS et de temps jusqu'au traitement suivant. Donc, c'est la même façon, c'est à peu près la même chose. On a déjà un bénéfice avec l'ajout du DARA. Donc, ce n'est pas que des essais, c'est déjà dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand on ajoute du DARA, il y a un bénéfice réel de PFS et de temps jusqu'au traitement suivant chez nos patients. Et là, c'est une étude de vie réelle. Donc, vous voyez, c'est quand même 250 patients à peu près chaque année traités. Les patients de la ligne 2021, c'est 271. Donc, c'est quand même pas rien. C'est des gros effectifs. Donc, en fait, je pourrais m'arrêter quasiment là en vous disant, voilà, le DRD, ça a révolutionné. Vous voyez, quand on avait du MPV, on était à 19 mois, on était content. MPT, c'était une vingtaine de mois de PFS. Là, on a 65 mois, c'est absolument génial. Avec une tolérance du traitement qui est plutôt bonne. C'est de la sous-cute. Les patients viennent, ils n'ont pas besoin de chambre implantable. C'est plutôt bien toléré. Le DARA, c'est toutes les semaines au début, puis tous les 15 jours, puis tous les mois. Au bout de 6 mois, ils viennent qu'une fois par mois à l'hôpital. Donc, ce n'est pas non plus hyper contraignant. Alors après, la question, c'est chez les sujets très âgés, la question de la fragilité. Alors pour le DARA, je n'ai pas tellement de données, mais on va quand même discuter de ça. Alors déjà, c'est vrai que la limite de l'âge, elle est compliquée parce qu'on sait qu'il y a une hétérogénéité importante des patients en fonction de l'âge. Et là, c'est un tableau que vous avez déjà sûrement vu, c'est que pour un âge physiologique, il y a différents groupes de patients et certains patients de 85 ans ont la même espérance de vie que les patients les plus fragiles de 70 ans. Donc l'âge physiologique, il n'est pas suffisant évidemment, mais c'est un ensemble avec l'état général, les comorbidités et tout ce que vous connaissez. Un autre truc que j'aimerais partager avec vous, c'est une vieille étude, c'est 2013. C'est une méta-analyse qui avait pris 1400 patients traités dans 4 essais randomisés. Alors c'était MP, MPT, VMP, VMP, VTP, donc c'était globalement à base de Velcade et de thalidomide. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'était en analyse multivariée les facteurs pronostiques de survie globale. Il y a des trucs qui augmentent la mortalité, c'est le fait d'avoir plus de 75 ans. Bon, la créate, on s'en fiche. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est les effets non hématologiques, effets secondaires non hématologiques de grade 3 ou 4, et le fait d'arrêter le traitement. C'est une lapalissade, mais un patient chez qui vous arrêtez le traitement, il va aller moins bien, il va mourir plus vite. Et ça, chez les patients âgés, je crois que c'est vraiment important, parce qu'on va voir tout à l'heure qu'avec la fragilité, il y a plus d'effets secondaires chez les patients fragiles, et donc plus d'arrêt de traitement. Et donc ça veut dire que quand on traite un patient âgé, il faut être vachement vigilant à gérer les effets secondaires pour qu'il prenne le traitement le plus longtemps possible, parce que si vous arrêtez le traitement, forcément le patient ne va pas aller bien. Après, il y a le concept de fragilité qui a été développé par l'IMW, donc l'International Myeloma Working Group. Donc ça, c'est une étude, 869 patients, 3 essais prospectifs, c'était pareil, c'était surtout à base de Velcade et de thalidomide. Il y avait 50% à peu près des patients qui avaient plus de 75 ans. Alors, ils ont fait un score qui est un peu compliqué. Il y a l'âge, OK, il y a l'ADL, donc l'échelle d'autonomie. Il y a l'IADL, c'est les activités instrumentales. Donc ça, les patients, il faut qu'ils le remplissent avec vous en consulte. Il y a le Charlson, les comorbidités. Donc, ce n'est pas un truc qu'on fait facilement en consulte quand on n'a pas beaucoup de temps. Toujours est-il qu'ils ont défini les patients fit, ceux qui ont 0. Intermédiaire 1, c'est un fourre-tout, et puis les fragiles, supérieurs ou égal à 2. Donc voilà, il y a le groupe fit intermédiaire frêle. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette étude, c'est que si on prend la survie sans progression à la survie globale, elle est moins bonne, évidemment, chez les patients les plus fragiles, mais probablement qu'elle est en partie corrélée aussi au fait qu'il y a beaucoup plus d'effets secondaires non hématologiques chez les patients frêles, et donc plus d'arrêt de traitement. Ce qui est assez logique, un patient fragile, plus d'effets secondaires, il arrête le traitement. Et donc aussi, c'est probablement une explication qui explique qu'ils aillent moins bien, qu'ils survivent moins longtemps et qu'ils rechutent plus vite. En tout cas, c'est vraiment un élément important. Ça, je trouve, chez les patients fragiles, le but, c'est de s'arranger pour qu'il y ait le moins d'effets secondaires possible pour avoir moins besoin d'arrêter le traitement. Et ça passe par une surveillance attentive au début. Alors, dans l'étude FIRST, dont je vous parlais tout à l'heure, l'énalidomide jusqu'à progression versus l'index 18 mois versus MPT, ils ont fait la même chose. Ils ont regardé les patients fragiles. Donc, en termes de survie sans progression et de survie globale, les patients fragiles, les rouges, font moins bien. Survie sans progression, survie globale. Mais de la même façon, alors là, ils ont pris un autre score. Ils ont essayé dans cette étude de voir si on pouvait simplifier le score de fragilité, parce que franchement, l'autre allait se farcir l'ADL et l'IADL en consulte, c'est quand même casse-pied. Là, ils ont fait un truc très simple. L'âge, c'est facile, 0, 1, 2, soit moins de 75, 76, 80, plus de 80. Ils ont pris le Charlson, donc c'est les comorbidités. Ça, en consulte, on a les antécédents des patients. Et puis, ils ont pris les COG.
0, 1 ou 2 en fonction du score. Et vous avez des patients non fragiles qui sont entre 0 et 1, les patients fragiles supérieurs ou égal à 2. Et là encore, PFS, il y a une différence, survie globale, il y a une différence. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi, là c'est le temps jusqu'à l'arrêt du traitement, le temps des premiers événements hématologiques grade 3-4 et le temps des premiers AE non hématologiques grade 3-4. Et vous voyez en tout cas qu'il y a beaucoup plus d'arrêt de traitement chez les patients fragiles avec ce score-là. Donc je crois qu'un élément important de la fragilité, ça va être de dire, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas un traitement, ça veut dire qu'en tout cas on est vachement vigilant à limiter les effets secondaires, à bien les surveiller, à bien les prévenir si possible pour éviter des arrêts de traitement, parce que commencer un traitement si c'est pour l'arrêter, ça n'a pas de sens, évidemment. Dernier point avant de passer à autre chose, c'est sur l'étude Maya, donc Dara-Revdex versus Revdex. Ils ont regardé les résultats en fonction de la population fragile ou pas. Donc là, c'est le score IFM. Et vous voyez que chez les patients DRD, traités par DRD non fragiles versus fragiles, il y a une petite différence. Néanmoins, même chez les fragiles, si vous regardez les deux courbes bleues, le fait de faire du DRD, c'est mieux que de ne pas faire du DRD, que de faire du Revdex seul. Là, c'est la survie sans progression. Donc évidemment, la fragilité, c'est moins bien, mais n'empêche qu'on a toujours un bénéfice. Donc encore une fois, pour revenir sur ce que disait Roch, il n'y a pas de données scientifiques pour dire que chez les patients fragiles, il ne faut pas faire du DRD. N'empêche qu'il faut être vigilant, parce que malgré tout, les patients fragiles vont moins bien que les patients fit, comme on dit. Alors, est-ce qu'on peut améliorer la tolérance sans perdre en efficacité chez le sujet âgé? Il y a une étude qui avait été intéressante. Alors, c'était à l'époque du Revdex. C'est une étude italienne où ils ont regardé Revdex 9 cycles pleine balle et ensuite ils passaient à de l'entretien 10 mg sans Dex versus Revdex jusqu'à progression, donc 25 mg de Rev et 20 mg de Dexa en continu chez des patients de 65 à 80 ans qui avaient un score de fragilité IFM supérieur à 1. Non, égal à 1, donc plutôt les intermédiaires. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'en termes de survie sans progression et de survie globale, c'était pareil. Par contre, il y avait une différence de survie sans événement, c'est-à-dire de survie sans... ils prenaient en compte tous les effets secondaires, toutes les toxicités graves. Et donc finalement, on améliore la survie sans événement, à savoir la toxicité. Il y a toujours une toxicité un peu au début, c'est normal, enfin des décès au début de patients trop actifs dans leur maladie qu'on n'arrive pas à contrôler. Mais après, il y a une nette différence. Et le tout sans perte d'efficacité, PFS, OS. Donc ça, c'était un élément important. Ça veut dire que probablement, chez nos patients, on peut s'autoriser à lever un peu le pied de temps en temps. Et puis, il y a une autre étude qui est en cours. Alors, on n'a pas les résultats encore, on n'a que les premiers résultats. C'est une étude menée par Salomon Magnier et Thierry Facon à Lille, qui fait Revdex bras classique et qui compare avec un bras qui s'appelle DR, donc Dara Rev, sans Dex. On fait de la Dex un tout petit peu au début pour la tolérance du Dara. Et leur idée, c'est de dire chez des patients fragiles, donc score IFM supérieur ou égal à 2, donc des patients soit de plus de 80 ans, soit qui ont des comorbidités, soit qui ont un ECOG supérieur à 2. Et leur idée, c'est de dire on va faire aussi bien avec probablement moins d'effets secondaires. Parce que ce que je n'ai pas encore dit, c'est que dans le bras DR, celui qui est le plus mal toléré, c'est quand même et la Dex et le Rev. Le Dara, encore une fois, c'est plutôt bien toléré. Donc là, ils ont quand même quasiment 60% de patients de plus de 80 ans. Ils ont quand même pas mal de patients qui ont des ECOG 3, 4, 5. Donc vous voyez, il n'y a qu'un tiers des patients qui ont un ECOG à 2 ou inférieur à 2. Et pour l'instant, ce qu'on a, c'est une différence en termes de réponse. Alors ça, on s'y attendait. Les réponses sont meilleures dans le bras DR. Et ce qui nous intéresse, c'est la tolérance. Et il n'y a pas de différence de tolérance. Notamment, on pouvait craindre qu'avec le Dara, dans l'étude Maya, il y avait plus de pneumopathie dans le bras DRD. Et là, le fait d'arrêter la Dex, on a l'impression qu'il n'y a pas plus d'infection. Donc, il n'y a pas de grosse différence. Il y a plus de cytopénie quand même. Le fait d'associer le Dara au Rev, il y a un peu plus de cytopénie. Mais globalement, la tolérance, elle est plutôt pas mal. On n'a pas encore les données de PFS, mais il y a de fort à parier que le DR fera mieux que le Revdex. Mais ça, on aura les résultats peut-être d'ici 1 an ou 2. Alors, tout ça, c'est bien joli. Mais vous êtes en train de dire que je vais vous dire qu'il faut faire du Dara à tous les patients âgés, et ce n'est pas mon point de vue, évidemment. Un élément important avant de passer à la fin de mon topo, c'est que ce que je vous ai dit, c'est que chez les patients âgés fragiles, la tolérance elle est importante. Tolérance dit risque d'arrêt de traitement, et donc il y a des tableaux comme ça qui sont dans la littérature. Je n'ai pas pris la dernière version, mais il y en a plein, où en fonction de la fragilité, on baisse les doses. Donc par exemple, on ne va pas commencer à 25 mg de lénalidomide chez les patients très fragiles, on va plutôt commencer des fois à 15, des fois à 10. Le but étant que le début de traitement se passe bien. Globalement, et c'est un élément que je vais
que je vais développer tout de suite, c'est que chez un patient âgé, le début de traitement il est essentiel. C'est-à-dire que si vous enchaînez un début de traitement qui est catastrophique parce que le patient fait plein d'effets secondaires, vous êtes obligé de lui mettre du GCSF, d'arrêter le traitement parce qu'il a des neutropénies, qui fait des infections. D'une part, vous n'allez pas bien traiter le patient parce que vous êtes obligé d'arrêter le traitement, donc l'efficacité ne va pas être au rendez-vous et le patient il va être après vraiment en difficulté avec ce traitement qu'il va appréhender comme stressant et difficile. Alors que si vous l'accompagnez bien avec un traitement, vous commencez doucement, que vous l'accompagnez pour éviter au maximum les effets secondaires, il est en confiance et ça se passe bien derrière. Et surtout, il vaut mieux un traitement à 15 mg de laine que vous donnez longtemps qu'un traitement à 25 où dès le début vous avez des effets secondaires et que le patient est obligé de l'arrêter. N'oublions pas, au-delà de la chimio, bien sûr, tout ce qui est traitement associé, traiter l'hypercalcémie, la douleur, très important chez les patients, les infections, le risque infectieux dans le myélome est majeur. Et puis, avant de passer à la dernière partie de mon topo, je crois que c'est alors l'évaluation gériatrique chez les patients très âgés. Moi, je vous avouerai que le problème des gériatres, c'est que ça leur prend beaucoup de temps. Ils ne sont pas suffisamment pour nous faire des évaluations gériatriques. Dans le myélome, c'est parfois difficile parce que le patient peut être très fragile au départ à cause de la maladie. Et finalement, quand on le traite, il va mieux. Donc, je vous avouerai que moi, je trouve que je pense que les hématologues qui s'occupent beaucoup de myélome ont un peu l'habitude, malgré tout, de regarder un peu leurs patients. Et dans certains cas, on fait appel aux gériatres, mais je pense que malheureusement, on doit être amené à se débrouiller tout seul. Alors ça, c'est une photo de Cyril Hulin qu'il aime bien montrer. Parfois, on n'a pas besoin évidemment de les gériatres parce qu'on a l'impression qu'on sait faire. Il y a des patients, on voit très bien comment décider, mais bon, c'est pas toujours le cas. En gros, c'est bien connaître son patient, c'est avoir une idée de ce qui se passe à domicile aussi, parce que le Revdex, quand on fait du Dara Revdex, ils viennent à l'hôpital de jour, certes, mais derrière, ils se retrouvent avec le LEN à la maison à gérer, et c'est pas toujours simple. Et il faut vraiment qu'il y ait parfois un entourage. Il y a certains patients où, franchement, quand ils se retrouvent avec le Revlimid à la maison à gérer, c'est difficile, sachant qu'on leur ajoute le Bactrim, on leur ajoute les liquis, on leur ajoute plein de trucs. Donc c'est une gestion qui est pas simple. Donc il faut vraiment connaître ça. Et parfois, pour que ça se passe bien, ça va être passé par une infirmière qui vient à domicile distribuer les cachets, évidemment. Je pense que même si, alors c'est compliqué, c'est une notion pas simple et très subjective, mais les patients fragiles, si vous allez trop loin, vous les surtraitez par exemple en mettant du LEN 25, vous allez avoir des effets secondaires, vous allez être obligé d'arrêter le traitement. Donc il vaut mieux parfois faire un peu plus léger avec un traitement que vous allez mettre longtemps qu'un traitement que vous allez mettre pleine balle et que vous allez être obligé d'arrêter. Et donc je pense qu'il faut adapter les doses, tenir compte des comorbidités parce qu'en fonction du patient, vous n'allez pas avoir les mêmes risques d'effets secondaires et de tolérance. Au début, je pense que, alors maintenant qu'ils viennent en hôpital de jour souvent avec le Dara, c'est facile, on les voit souvent, mais il faut vraiment les voir souvent au début. À l'époque, on faisait du Lendex seul. Moi, je les voyais assez vite en consultation pour voir comment ça se passait. Encore une fois, le début de traitement, il est vraiment important. Et si le début de traitement se passe mal, c'est vraiment compliqué derrière. Traiter les symptômes évidemment, minimiser la toxicité, ça c'est vraiment important parce que sinon ça conduit à des arrêts de traitement. Et puis on en parlait tout à l'heure, ne pas oublier la qualité de vie, ça c'est vraiment indispensable. On ne traite pas un patient pour qu'il vive plus longtemps tout simplement dans son fauteuil attendre que le temps passe, on traite un patient pour qu'il ait une bonne qualité de vie et ça c'est vraiment important. Alors c'est très subjectif, on a chacun notre vision et un patient qui va nous dire qu'il a une bonne qualité de vie alors que nous objectivement on se dirait mince c'est pas tout à fait ça, mais donc c'est vraiment une discussion à avoir avec eux, mais on doit vraiment y réfléchir. Et donc je pense que c'est vraiment important d'avoir une vraie réflexion quand on traite un patient, notamment chez les patients âgés. C'est certes, on veut être efficace, mais on doit aussi maintenir la qualité de vie. Et ça, c'est vraiment un élément important pour moi. Alors je vous disais tout à l'heure, et j'espère que je ne suis pas trop en retard. Non, ça va. Merci. Oui, ça va. Le sujet de la soutenabilité de notre système de santé, il est vraiment important. Alors, c'est évidemment vrai pour les CAR-T, mais c'est vrai pour le Dara. Le Dara, c'est un super traitement. Vous avez vu les progrès, 60 mois de PFS en première ligne, c'est absolument génial. Je vous épargne toutes les études sur la rechute. On a pareil des protocoles qui marchent super bien. On a fait d'énormes progrès. Dans le myélome, c'est hallucinant. Moi, quand j'ai commencé à m'occuper de myélome, il y avait MPT, il y avait MP, et puis après, les patients chutants ne savaient pas trop quoi faire. Il y avait le VAD autogreffe, et après, les patients chutants ne savaient pas trop quoi faire. Aujourd'hui, on a vraiment des outils merveilleux. N'empêche qu'à un moment, on ne peut pas tout faire. Et la question, par exemple, du Dara chez les patients très âgés, encore une fois, ce n'est pas une question de complexité du truc, parce que c'est sous-cut à l'hôpital de jour, donc il n'y a pas besoin de chambre. Ce n'est pas tout ce qu'on expliquait avant en disant le Dara, c'est compliqué. C'est de la sous-cut maintenant, c'est bien toléré. Mais ça a un coût. Alors évidemment, on n'est peut-être pas là que pour penser au coût, mais on est quand même dans un système, on doit penser à notre système de santé, je pense. Et donc on a le patient, mais on a le système de santé derrière. Et pour moi, il y a des questions qui se passent en amont, des questions qui se passent en aval. Alors il y a le coût financier. Certes, ce n'est pas notre problème, mais à un moment, j'ai du mal à imaginer que le système de santé coûte tellement cher que où est-ce qu'on va rogner ? Les finances de la France sont ce qu'elles sont. Et si on prend
beaucoup plus pour le système de santé, ce qui est souhaitable pour la qualité de soins, mais on va le piquer ailleurs. On va le piquer sur l'éducation, on va le piquer sur autre chose. Peut-être pas sur les rafales, parce que ça rapporte, mais n'empêche qu'il y a vraiment ce problème. Il y a aussi le problème des ressources humaines. Dans vos services, combien de lits sont fermés aujourd'hui, faute de ressources de personnel? Quand je discute avec mes collègues IFM, il y a au moins un service sur 2 qui a des lits fermés. Nous, on n'arrive pas à ouvrir nos lits CAR-T. Donc c'est un réel problème aussi. Il n'y a pas que le côté financier. C'est comment on a suffisamment de personnel, même si on est motivé, même si on est tous prêts à travailler beaucoup. En tant que médecin, on ne peut pas tout faire. Et donc ça, c'est un vrai problème. Il y a la disponibilité de lits. Il y a aussi, et ça c'est un élément que je trouve important, il y a la qualité de vie des patients évidemment, il y a les effets secondaires des patients, des traitements, et puis un élément que je trouve important, surtout dans le myélome, en tout cas moi je suis confronté à ça dans le myélome, c'est pas que surtout, mais en tout cas j'y suis confronté, c'est que vous avez un patient de 80 ans, vous le traitez d'un myélome, puis à un moment il vieillit, et puis à un moment vous le suivez depuis 10 ans, et puis il commence à être trop âgé, trop fragile, et vous dites je le confie à mes collègues internistes, moi je sais plus faire. Et à un moment, c'est comment on continue à prendre nos patients chroniques quand vous avez créé une relation de confiance avec un patient, une famille pendant 10 ans, et qu'à un moment vous dites je peux plus m'occuper de vous, je vous laisse aux soins d'autres collègues parce que voilà, vous êtes plus éligible aux chimios que je peux faire. Moi je trouve ça très dur humainement. Il y a le fils d'une patiente qui m'a écrit en m'expliquant très gentiment qu'il avait bien vu que depuis un an je m'occupais moins bien de sa mère et qu'il regrettait ça parce qu'elle s'était sentie abandonnée. Et à un moment, c'est comment on pousse nos patients jusqu'à une certaine limite. Une fois en discutant avec Thierry Facon, notre président de la SFH, il me disait oui, la médecine moderne crée de la fragilité. Et c'est comment on gère cette fragilité, parce que en tant qu'hématologue, on va faire des super traitements, et derrière, qu'est-ce qu'on fait des patients qui, une fois qu'ils rechutent, ne sont plus éligibles à tout ce qu'on est capable de faire? On a des services qui font de la très belle médecine, on traite les patients de façon exceptionnelle, mais derrière, qui gère les patients quand on n'est plus capable de leur proposer ce qu'on leur propose? Et ça, c'est un élément vraiment important auquel on doit réfléchir. Les internistes peuvent le faire, mais à un moment, il faut vraiment qu'on crée des conditions de bien prendre en charge nos patients quand on arrive à un moment où on est dans l'impasse thérapeutique. Et ça, c'est vraiment un élément, pour moi, très, très important, humainement en tout cas. L'autre truc, c'est que la population vieillit. Alors ça, c'est les courbes que Roch m'avait filées une fois. C'est la population en Ille-et-Vilaine, ça vieillit, mais surtout, ça grossit. Mais surtout, regardez la pyramide des âges en 2050 en Ille-et-Vilaine. Donc Roch et moi, comme on est de la même génération, on sera par ici si tout va bien. Et il y a un tiers des patients qui auront plus de 80 ans, enfin plus de 70, 75 ans. Donc ça veut dire que la population vieillit. Donc les questions qu'on se pose sur prise en charge des patients âgés, elle est cruciale avec toutes les comorbidités qu'il y a. Donc le coût de santé humain et financier, j'insiste sur le côté humain parce que même si on ne parle pas du financier, il y a aussi les hommes et les femmes qui travaillent auprès des patients. Comment on va faire pour gérer tout ça? Et c'est un vrai sujet parce que encore une fois, moi j'espère que je ne serai pas en EHPAD à ce moment-là, mais on verra. C'est un vrai sujet. Donc il y a la question des sujets âgés et très âgés, elle se pose réellement. Ensuite, il y a l'autre élément, c'est que, alors c'est très à la mode, mais on est dans un monde où les ressources ne sont pas infinies. Et ça, c'est le machin avec le pic de pétrole qui est atteint. Les ressources en pétrole diminuent. Or, pour fabriquer des poches en plastique, pour fabriquer des cathlons, pour fabriquer plein de choses, il faut du pétrole. Pour transporter les médicaments, il faut du pétrole. Et donc, à un moment, on va être contraint par des raisons matérielles. Pendant le Covid, à la CME, le gars qui s'occupe du matériel nous a dit on n'a plus assez de cathlons dans certains services, on n'a plus assez de ci. Donc on peut à un moment se retrouver aussi avec des pénuries de matériel. Et donc on se doit d'utiliser nos matériels de façon efficace et pertinente. Bon, ça ensuite, c'est l'empreinte carbone de tout ce qu'on fait, notamment des médicaments et des dispositifs médicaux. Mais voilà. Et puis un autre truc, c'est que il y a deux bouquins que j'ai bien aimés d'un économiste un peu de gauche qui s'appelle Éloi Laurent, qui dit que la croissance c'est bien mais il faut en sortir et qu'une économie elle peut être pérenne si elle apporte le bien-être à la population, qu'elle est résiliente, c'est-à-dire qu'elle est capable de surmonter les crises et qu'elle est soutenable dans le long terme. Et Roch parlait de la soutenabilité. Je pense qu'aujourd'hui, la soutenabilité d'un système de santé, elle est essentielle. On doit se la poser. Je crains que nos autorités ne soient pas capables de la poser parce qu'ils auraient du mal à dire il faut limiter certains trucs. Mais je pense qu'en tant que professionnel de santé, on se doit de réfléchir à ça parce que c'est notre avenir, c'est l'avenir de notre outil de travail, l'avenir de la population, de la qualité des soins qu'on va prodiguer à nos patients. Et puis, donc voilà, je crois que, alors je suis désolé parce que ça fait un peu sermon, mais j'aime bien parler de ça. Pour moi, c'est vraiment important. C'était que je pense que notre prise en charge, au-delà des progrès, c'est vrai que scientifiquement, on a envie de faire plein de choses. Moi, honnêtement, faire du Dara Revdex jusqu'à 95 ans, si je pouvais, sans me poser de questions, pourquoi pas, ça marche bien. Mais à un moment, notre système de santé, il n'est pas capable d'assumer tout ça. Alors, est-ce que on attend que les autorités de santé nous disent stop ou est-ce qu'on raisonne et on se dit
Bon, à 95 ans, Refdex, c'est pas si mal, voire même un peu moins bien. À 95 ans, ce que je veux, c'est que le patient il soit encore chez lui, à profiter de ses enfants, sans passer trop de temps à venir à l'hôpital. Est-ce qu'il faut vraiment lui faire du Dara Refdex pour essayer de le prolonger jusqu'à 100 ans? On sait qu'on n'y arrivera pas parce qu'il aura autre chose, il va faire un infarctus, il va faire autre chose. Et donc, mon sentiment, c'est qu'on vit un peu au-dessus de nos moyens, comme d'une façon générale, reparler des iPhones. Qu'est-ce qu'on en a foutu d'avoir l'iPhone 15 quand le 12 marche très bien? Et encore, je ne suis pas sûr qu'un iPhone... Voilà. Moi, j'ai mon enfant, mon fils, chéri, 12 ans, le dernier de mes trois, veut toujours un nouveau truc, les nouvelles baskets, les nouveaux trucs, c'est horrible. Et je me bats avec lui. Là, il veut une trottinette électrique. Hier, trottinette électrique. Mon petit chéri, comment t'expliquer? Alors, l'autre chose, je suis interniste, donc ça explique un peu que je vous raconte tout ça, et j'ai une femme pédiatre. Et quand je dis à table à ma femme pédiatre, j'ai dépensé 400 000 euros 3 fois ce mois-ci pour traiter des patients de 80 ans qui ont un myélome, elle me dit, tu te rends compte qu'il n'y a plus d'amox, les enfants sont plus soignés, la pédiatrie est en difficulté, il y a plein d'enfants qui sont mal dans leur basket, il n'y a pas de pédopsie, il y a plein de patients qui n'ont pas de prise en charge correcte. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'on va moins faire que ça va aller mieux, mais c'est sûr que si on continue comme ça ne va pas aller mieux de l'autre côté. Et je pense vraiment qu'on a un rôle, et vous êtes jeunes, donc on a un rôle à jouer dans notre système de santé. Il ne s'agit pas de dire on ne fait rien, il s'agit d'être raisonnable dans ce qu'on fait. Et je pense que si ça ne vient pas de nous, ça ne viendra pas d'en haut, parce que c'est trop compliqué d'en haut, parce qu'il y a une vraie difficulté à assumer nos difficultés, mais notre système de santé, comme notre système global, je pense, est en difficulté et on vit au-dessus de nos moyens et je pense qu'il faut faire attention. Alors tout ça, ça passe aussi par l'association de patients. Je m'entends bien avec l'association de patients atteints de myélome, la F3M, et j'ai la chance d'être dans leur comité scientifique, d'être responsable de leur comité scientifique, et je discute souvent avec eux. On va mettre en place des discussions entre patients, médecins, pour essayer de justement voir quelle information on donne. On parlait tout à l'heure des bispécifiques dans le myélome. Les bispécifiques dans le myélome, c'est super, mais ça file une immunodépression monstrueuse avec des hypogamma-globulinémies. Donc, dans les essais, on a perdu 2 patients qui sont morts en réa de choc septique, enfin un de choc septique, l'autre de Covid long. Et donc, très facile, on met des immunoglobulines à tout le monde. Ouais, mais attendez, les immunoglobulines, il y a des ICV qui doivent en avoir, les brutons, etc., etc. Donc, on a des trucs. Et la F3M est tout à fait prête à dire peut-être qu'il faut que les patients comprennent que c'est pas parce que c'est moderne qu'il faut forcément avoir le bispé. On peut soigner autrement. On peut parfois dire non, c'est trop dangereux, c'est trop compliqué pour vous. Et je pense qu'il faut qu'on passe aussi par les associations de patients parce qu'il faut vraiment qu'on soit aidé avec eux. Il ne faut pas que les patients aient l'impression qu'on les sous-traite et d'un autre côté, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi non plus. Et donc, pour terminer, j'en ai vraiment fini cette fois-ci, est-ce qu'il faut faire du DRD pour tous? Moi, je pense vraiment, alors c'est pas que l'âge, mais je pense qu'on se doit de réfléchir en tout cas, si on ne peut pas faire plus léger, en fonction de l'âge, des comorbidités, mais aussi de l'agressivité du myélome. Si on a des patients qui arrivent avec un myélome, il y a juste un peu d'anémie, il n'y a pas de lésion osseuse, il n'y a pas d'hypercalcémie, pas d'insuffisance rénale. Honnêtement, est-ce qu'il faut vraiment sortir la l'artère lourde à 85 ans, alors qu'avec un peu de Refdex, ça peut passer? Je pense qu'on peut faire ça. Évidemment, chez un patient qui a un myélome très agressif, on a envie de taper très vite pour diminuer. Mais peut-être qu'il faut aussi réfléchir à des stratégies. On fait fort au début, c'est-à-dire pourquoi pas du Dara-Rev pendant 2-3 mois, et puis après on allège un peu. Alors on n'a pas de données, aujourd'hui on ne sait pas. Est-ce qu'il faut faire une durée fixe? Malheureusement, aucun industriel ne va faire un essai où on arrête le traitement versus on continue parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Il y a l'essai Confirme fait par Mohamed Moti au nom de l'IFM qui fait 2 ans de Dara Refdex en rechute versus jusqu'à progression. On va voir ce que ça donne. On sera sûrement moins bon en PFS, mais si on est pareil en OS, peut-être que ça sera bien. Et même au-delà des coûts et tout ce que j'ai raconté, pour le confort des patients, c'est essentiel. Les patients, ils en ont ras-le-bol de prendre leurs comprimés. Et moi, ça m'arrive régulièrement, pas plus tard qu'hier, de stopper le traitement quand les patients vous disent « Écoutez, moi j'en ai ras-le-bol, je suis crevé, j'ai de la diarrhée, j'ai plus de qualité de vie, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter ». Je pense que dans certains cas, on peut aussi se dire qu'on allège un peu le traitement. Et j'aime bien terminer par là, c'est que là, j'ai parlé que du DARA. Le problème du DARA, c'est que c'est bien toléré, c'est de la première ligne, c'est efficace, mais on a les bispécifiques qui arrivent dans le myélome, et là, on les met en rechute, mais il y a des essais qui arrivent, on les met en première ligne, avec l'immunodépression importante, alors peut-être moins forte qu'en rechute, mais n'empêche que pour ceux qui ont déjà manié des anticorps bispécifiques, vous avez une hypogamma-globulinémie, j'ai jamais vu ça, c'est-à-dire qu'ils sont à la ligne de base, c'est un électrocardiogramme plat, il y a moins d'1 gramme de gamma-globuline, donc vous vous rendez bien compte qu'ils font des infections. Alors moi, je veux bien qu'on fasse des JV à tout le monde, mais à ce moment-là, vous expliquerez aux patients qui ont des déficits immunitaires pourquoi ils en ont plus, aux patients qui ont des pathologies qui relèvent des immunoglobulines, pourquoi il n'y en a plus, parce que c'est des denrées périssables, enfin pas périssables, mais on est contraint avec les immunoglobulines intraveineuses. Donc là, c'est pareil, ça marche très bien, mais on doit réfléchir à ce qu'on impacte
derrière en termes de coûts de soins. Et voilà, on doit être, à mon sens, raisonnable. Et puis j'aime bien finir avec des bouquins. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment, alors c'est très à la mode, mais je pense vraiment qu'on a un rôle à jouer tous en tant que soignants, d'avoir une sobriété thérapeutique. Donc le bouquin de gauche, c'est un économiste qui vit en Suède, qui est français, c'est vachement bien, sur l'économie de la décroissance. Et la sobriété gagnante, c'est un mec qui a publié ça à compte d'auteur, c'est un économiste. Et c'est vraiment, je l'ai commencé seulement cette semaine, mais il commence par on vit au-dessus de nos moyens dans plein de domaines. Et je vous encourage à le lire, ça fait réfléchir. Il ne s'agit pas de dire qu'on fait rien, mais on se doit de réfléchir à ça. Je suis désolé, c'est pour moi le plus important de mon topo, parce que Dara Rêve, j'aurais pu faire 2 minutes à vous dire qu'il faut faire du Dara Rêve. Mais je pense vraiment qu'on a un rôle à jouer, en hémato particulièrement, parce qu'on est une spé qui explose. Avec plein de traitements, c'est génial, mais on doit vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire. On est dans un système de santé, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, on a un environnement qu'on doit préserver. On n'est pas, voilà, on n'est pas malheureusement seul. Et les CAR-T vont arriver dans les maladies auto-immunes. J'ai entendu dire qu'il y avait des trucs dans le lupus, dans la sclérodermie. Donc, il n'y a pas qu'en hémato. Hein, c'est que notre système de santé ne va pas être capable de supporter tout ça. Donc, on doit être raisonnable. Pas au détriment de nos patients, mais en tout cas, sinon, si on ne le fait pas, ça sera au détriment des patients qui vont arriver dans 10 ans. Et donc, de moi, quand j'aurai 80 ans et que je serai en EHPAD, avec Roch, peut-être la même EHPAD, je ne sais pas, mais on verra. Une belle EHPAD, hein. Moi je veux pas une EHPAD au rabais, je veux une belle EHPAD. Il y a la maison Saint-Cyr qui est pas mal à Rennes, qui est très très bien. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ce topo très intéressant qui fait quand même beaucoup réfléchir sur notre prise en charge. J'ai une petite question pour les patients pour lesquels on introduit du Revlimid à dose 10 mg, 15 mg, parce qu'on se dit qu'ils sont un peu fragiles. À quel moment on se dit, bah là, je le sens, je peux augmenter le traitement, parce qu'en fait, ils sont à 10 mg, c'est bien toléré, ils répondent plutôt bien. Est-ce que vraiment on augmente, ou on se dit, bah je reste avec ces 10 mg bien tolérés, ou... C'est vraiment une discussion à avoir au cas par cas. Ça dépend de l'âge du patient, évidemment. Ça dépend de l'agressivité du myélome. Moi, je pars du principe, si le patient est âgé, 90 ans par exemple, qu'avec 10 mg, le pic baisse, mais surtout les symptômes de la maladie diminuent, c'est-à-dire que l'anémie se corrige, l'hypercalcémie a disparu, enfin, tous les symptômes. J'essaie même pas d'augmenter. Si c'est bien toléré que ça marche, j'essaie même pas d'augmenter. Après, c'est sûr que si le pic diminue tout doucement, on a envie d'accélérer un peu, mais même pas. À la limite, moi, il y a des patients, on voit dans le myélome, évidemment, chez les sujets jeunes, l'objectif, c'est d'avoir la meilleure réponse possible, d'aller jusqu'à la MRD négative. Ce n'était pas le sujet aujourd'hui. Mais chez un patient âgé, si le pic arrête de monter, voire qu'il baisse et qu'il est bien contrôlé, qu'il va bien, moi, je ne m'énerve pas trop. Alors ça, c'est chez un patient de 90 ans. C'est sûr qu'à 80 ans, j'ai tendance quand même à commencer à pleine dose. Il y a un élément, juste pour revenir pour la question de la dose. Ça n'a rien à voir, mais vous savez que le Revlimid est éliminé par le rein, et donc on s'adapte à la fonction rénale pour mettre des doses adaptées. Là où il faut être très vigilant, c'est que si on met par exemple 10 mg parce que le patient a une insuffisance rénale, si l'insuffisance rénale se corrige, là, il ne faut pas oublier d'augmenter, parce que sinon on le sous-traite. Mais c'est vraiment du cas par cas. C'est que si vous trouvez que le patient tolère bien et que ça répond, pourquoi augmenter, hein? Parce que le risque, c'est que ça marche moins bien. Je ne suis pas certain que d'augmenter, ça améliore la PFS une fois qu'il a bien répondu avec 10. Hein, mais là, c'est très subjectif. Hein, c'est vraiment mon expérience personnelle. Merci. Question. C'est une question un peu dans la suite, mais tout d'abord, j'aimerais vraiment vous remercier pour ce topo très engagé, qui est dans l'air du temps. Et puis j'en profite aussi pour dire que donc, la SFH monte un groupe d'études sur l'écologie en hématologie. Et j'en profite aussi pour faire de la pub pour l'AIH, vu que certains de nos membres en fait, font partie de ce groupe. Et donc si jamais vous voulez aussi réfléchir à l'hématologie responsable, n'hésitez pas à nous contacter. On essaiera de vous faire rentrer dans un groupe qui parle de ces sujets-là qui sont ô combien importants. Et donc pour revenir un petit peu à la question de Charline, donc en fait, plutôt que de l'escalade, moi je me posais la question de la désescalade avec le DARA, comme on l'a vu il y a 20 ans avec la DEXA quand le Revlimid est arrivé. Est-ce qu'on peut baisser les doses de Revlimid avec le DARA ou de dexaméthasone avec les toxicités chez les personnes âgées? Est-ce qu'on peut désescalader et faire mieux en fait? Ouais, alors là clairement c'est vrai que j'ai pas insisté, mais dans l'étude Maya, on voit que les patients sont moins exposés au rêve parce qu'il y a un peu plus d'effets secondaires, donc finalement on a baissé. Il y a plus de neutropénie, donc on baisse le rêve, et ils ont quand même une meilleure PFS, ils ont quand même une meilleure ERS. Donc le fait d'avoir une association permet de diminuer un peu, donc oui, on peut baisser. Et l'autre truc, c'est qu'en fait, avant, on mettait la DEX associée au LEN
parce qu'il y avait un effet synergique. On mettait l'ADEX pour limiter les effets secondaires du DARA au début, les réactions immunoallergiques. Avec la SOCUT, on se rend compte qu'on peut arrêter très vite l'ADEX finalement, parce qu'il y a eu des études, notamment les études Majestec, où il y avait du DARA, on a arrêté au bout de 2 cycles, c'était dans le protocole et il n'y a pas eu plus d'effets secondaires. Et dans l'étude de Thierry Facon et de Salomon Magnier, où on passe très vite, on arrête l'ADEX au bout de 2 cycles, ça se passe très bien. Et dans la vraie vie, honnêtement, si les premiers cycles se passent bien, on peut, à mon avis, arrêter l'ADEX. Et pour le confort des patients, je ne pense pas que ce soit l'ADEX qui change la face du monde en termes de réponse. Quand il y a le DARA et le rêve, honnêtement, c'est déjà pas mal. Et dans la vraie vie, le patient et surtout les conjoints vous disent le lundi quand il rentre de l'hôpital de jour, il est tout excité, il est chiant, il dort pas et après il est crevé. Et en termes de qualité de vie, arrêter l'ADEX ou diminuer l'ADEX, c'est vraiment essentiel. Je suis d'accord avec vous. Et je pense vraiment qu'effectivement, dans le combo DARA-LENDEX, ce qui est mal toléré, c'est l'ADEX, le LEN. Et donc l'idée, ce serait, si on dit que le patient est sous DARA, l'idée, c'est vraiment si le patient supporte, on ne s'embête pas, mais s'il y a des effets secondaires, il ne faut pas hésiter à baisser le LEN, sans problème. Parce que, encore une fois, si on veut que le patient tienne longtemps, il faut qu'il le prenne, qu'il n'ait pas trop d'effets secondaires. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Moi, j'avais juste une petite question sur est-ce que vous avez déjà fait du DARA en HAD avec des infirmières formées? Est-ce que vous pensez que ça pourrait se faire si ça ne s'est pas déjà fait, notamment pour éviter toutes les venues en hôpital de jour des patients Ouais, alors c'est une bonne question. On l'a jamais fait en tant que tel, ça pourrait se faire. Nous, on a pour l'instant, l'organisation avec l'HAD de Rennes est compliquée parce que voilà, on n'a pas trop. On commence à travailler avec eux pour le Vidasa. Il y a des villes comme à Limoges où Mohamed Touati a développé une HAD. Avant, c'était Hématolie, maintenant c'est l'HAD qui fonctionne super bien. Et c'est vrai que pour le confort des patients, c'est facile. Et franchement, le DARA, c'est 5 minutes à pousser. Vous discutez avec le patient, c'est bien toléré. Après, c'est aussi la balle est dans le camp de nos autorités de santé, de la gestion des finances. C'est-à-dire que le DARA, vous prenez un hôpital de jour d'hémato, le DARA, ça représente quand même beaucoup de passages. Et si on fait HAD, un jour, nos directeurs vont venir nous voir en disant hey, qu'est-ce que vous foutez, il n'y a plus d'activité en hôpital de jour. Donc c'est un vrai souci. Il y a des hôpitaux, je crois que c'est à Nantes, où ils avaient fait du Velcade en HAD. Ils sont revenus un peu en arrière parce que c'était pas rentable pour l'hôpital. C'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est que voilà. Et après, pour l'HAD, la difficulté, c'est, je pense que mon sentiment, c'est que l'HAD doit devenir une unité d'un service. C'est-à-dire que c'est pas, on confie le patient à un autre service qui s'appelle HAD, c'est l'HAD devient une unité fonctionnelle du service avec des médecins dédiés qui coordonnent, avec des infirmières qui connaissent bien la pathologie. Et donc ça, c'est une réflexion qu'on commence à avoir à l'hôpital, qui est compliquée parce que on a l'impression de manger le pain de l'HAD. Mais pour moi, si on veut qu'une HAD fonctionne, c'est que ça soit comme si le patient venait en hôpital de jour, sauf qu'il est chez lui, mais on a le même dossier papier, on a le même dossier numérique, on a tout. Mais je pense qu'il faut, oui, parce que honnêtement, le DARA, ça passe super bien. Donc pourquoi embêter les patients à venir? L'avantage après, c'est qu'on les voit un peu, c'est qu'on les suit, ils sont contents. Mais je pense qu'il faut aller vers là, oui. J'avais une question, vous parliez du fait quand on suit les patients depuis 10 ans et qu'on a l'impression qu'au bout d'un moment, leur problème principal il est plus hémato et qu'on n'a plus grand-chose à leur proposer d'actif. Est-ce que vous travaillez avec les soins de support, soins palliatifs précoces pour un peu assurer la transition et que les patients ne sont pas abandonnés le jour où l'hématologue n'a plus grand-chose à faire, à proposer? Ah oui, ça c'est vraiment important. Les soins de support, c'est essentiel. Après, la difficulté, c'est que cette situation, elle survient parfois très en amont, c'est-à-dire que les soins de support sont pas encore la situation n'est pas au point où ils ont besoin des soins de support. Alors pour la douleur, oui, mais je pense à la patiente là dont je vous ai parlé, c'est qu'elle avait en plus un néo de vessie. Le myélome n'était pas très évolutif, donc son problème principal c'était le néo de vessie, sauf que les urologues ils la voyaient un peu, mais finalement elle avait besoin de médecine en fait, de médecine polyvalente. Mais non, c'est essentiel. Et moi, toute la difficulté, c'est à quel moment on évoque les soins de support. Je me rappelle quand j'étais externe à Paris. Il y avait le professeur Israël Biet qui faisait des soins palliatifs et qui nous montrait qu'en France, on parlait des soins palliatifs trop tard et qu'on devrait en parler dès le diagnostic. Alors c'est vrai que c'est un peu troublant, mais on devrait en parler assez tôt en tout cas. Et le problème après, c'est trouver le bon moment pour les solliciter. Mais moi, les besoins dont j'ai le plus, c'est vraiment les besoins de médecine polyvalente. C'est typiquement les patients myélomes, à un moment, ils font des problèmes de santé.
ils chutent à domicile, je sais pas, il y a des trucs. Et si on les met dans le service d'hémato, on bloque le système parce que le service d'hémato, il a les semi-aigus, les quartiles, etc. Et donc on a besoin de médecine polyvalente. Et je trouve que mes collègues, moi j'ai la chance de garder un très bon lien avec mes collègues de médecine interne parce que je continue les astreintes là-bas. Et quand ils les gardent 3 semaines, ils gèrent le côté social, ils gèrent plein de trucs que moi je suis incapable de gérer. Et donc je pense qu'au-delà des soins de support qui sont essentiels, c'est vraiment s'acoquiner avec des structures de médecine polyvalente qui peuvent prendre en charge le patient dans sa globalité. On peut faire du Dara Refdex, si on ne gère pas bien la douleur, on est nul, globalement. Parce qu'il faut à un moment gérer correctement. Et moi, je suis le premier, parce que 20 minutes de consulte, c'est court, même quand on prend le temps, à ne pas être satisfait de certaines de mes prises en charge. Et heureusement que de temps en temps, les patients vont en médecine interne, parce que là, ils sortent avec le paquet cadeau complet, où tout est pris en charge, et c'est génial. Donc moi, je pense que une des choses d'avenir, c'est de s'acoquiner avec des services de médecine polyvalente. Alors, reste à trouver un modèle avec peut-être des postes partagés où l'hémato vient tous les matins ou tous les 2 jours faire la visite. Mais je pense vraiment qu'il y a une valeur ajoutée des services de médecine polyvalente dans ce cadre-là. Et puis, voilà, donc c'est pas que les soins de support, c'est vraiment la prise en charge globale. Et qui plus est chez les patients âgés, parce que le myélome, c'est vraiment une pathologie du suivi âgé, polypathologique, où quand vous allez mettre de l'ADEX, le diabète va déconner, l'hypertension va déconner. Donc finalement, on a besoin de ces collègues-là. Merci beaucoup.